1, 2. On ne va pas tarder à commencer. Arnaud, tu me donnes le top départ ? Bonjour à tous et bienvenue à cette table ronde. Merci pour votre présence matinale à cette plénière. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'inbound marketing. Le marketing de masse est mort. Vive l'inbound marketing. Qu'est-ce que c'est que l'inbound marketing? C'est finalement que les clients doivent désormais venir vers les marques. Cela passe par le fait de proposer des expériences personnalisées à chaque client et de sortir des logiques de marketing de masse, donc grâce à de nouveaux outils qu'on peut utiliser au quotidien. Ces outils, c'est le Bluetooth, le RFID, la géolocalisation. Et les distributeurs, les sites, les marques peuvent contextualiser leur communication pour rentrer dans ces nouvelles approches d'inbound marketing. Alors, vous allez, lors de cette table ronde, pouvoir écouter le témoignage de sites e-commerce et de professionnels du marketing engagés dans ces logiques d'inbound marketing. Donc, je vais vous présenter le plateau du jour. Donc, nous avons Perrine Corvassier de Maison Hulins, donc qui est en charge du digital chez Maison Hulins. Et Maison Hulins, qu'est-ce que c'est? C'est une marque de mode de luxe. Perrine Corvassier, vous travaillez chez Maison Hulins après avoir travaillé pour Chanel et Hermès et en conseillant aujourd'hui encore des marques de luxe premium sur leur stratégie online. Nous avons également Axel Dutreil, Head of e-Business chez Célio. Donc Célio, une marque précurseur sur le digital qui viendra nous expliquer un petit peu dans quelle logique inbound elle se trouve aujourd'hui. Nous avons Tristan Valosian à ma gauche, qui est expert du marketing, de l'inbound marketing, ancien de chez Pixmania et aujourd'hui patron d'agence. Et nous avons Guillaume Thénault, responsable web analyse et AB testing au sein de Club Méditerranée, donc, qui lui sera là pour nous éclairer plus spécifiquement sur les potentialités techniques et ce que permettent les data pour justement capter l'attention des clients et les faire venir aux marques. Donc, sans plus tarder, voici la première question que je me propose de poser à nos intervenants lors de cette table ronde. Donc, l'inbound marketing, on en parle beaucoup. Quelle est votre définition de l'inbound marketing? Perrine, peut-être, pour commencer. Alors, pour moi, ça passe souvent par l'analyse de qui sont nos clients, leur potentiel, leur comportement et leurs attentes. Et c'est la communication, et c'est en fait la communication qu'on dirige vers eux spécialement. Donc c'est la communication particulière pour chacun. Axel? Je rejoins Perrine, c'est cette capacité à connaître son client, adresser le bon message au bon endroit, au bon moment, et surtout susciter l'engagement. C'est peut-être là où, c'est peut-être sur la finalité que se fait beaucoup la différence. Vous disiez que ce n'était pas un sujet en tant que tel, en fait, parce que... Non, le inbound marketing, à vrai dire, pour être tout à fait honnête, c'est la première fois que j'en entendais parler. Donc non, c'est l'expérience client. On en fait sans le savoir parfois aussi. Exactement. Mais Exactement. voilà, Ouais. c'est conceptualisé et c'est finalement l'avenir de l'approche marketing aujourd'hui ou... Tout à fait, mais quelque part, c'est ce que le digital a changé dans notre relation avec nos consommateurs, c'est que c'est plus un discours vertical, c'est une interaction, c'est un engagement du consommateur. C'est cet engagement qui va déclencher ensuite beaucoup de choses, mais l'engagement est peut-être cette nouveauté dans le rapport qu'on a au conso. Tristan Valosian, vous qui êtes un expert marketing,
Justement, vous êtes plus sur la conceptualisation. Quelle est votre définition de l'inbound marketing? Alors, l'inbound marketing est une méthodologie relativement récente puisque elle a été créée en 2006 par une agence américaine et plus précisément par quelqu'un qui s'appelle Brian Halligan de l'agence HubSpot. Je dirais que c'est assez intuitif par rapport à ce qu'ont dit mes camarades autour de la table. On en fait tous un peu, mais on est dans une société où on a besoin de comprendre pourquoi on est successful. Donc on a analysé des méthodologies et on a essayé de mettre ça dans un concept beaucoup plus formalisé pour que chacun puisse avoir sa recette pour réussir. Guillaume Thénault, au sein de Club Méditerranée, est-ce que vous êtes la stratégie digitale bat-elle à l'heure de l'inbound marketing? Pour ma part, je pense que c'est plus la relation, créer une relation en fait avec le client. Toutes les techniques qu'on peut mettre en place de personnalisation et de communication personnalisée pour essayer de créer cette relation assez intimiste du coup avec notre client. Parfait. Alors, peut-être pour rentrer plus dans le vif du sujet, pour faire venir les clients vers vos marques, quels sont les grands principes et comment procédez-vous dans vos entreprises? Axel Dutreil, au sein de Célio, quelle stratégie vous avez d'ores et déjà mise en place? Alors, pour nous, Célio s'adresse à des hommes qui ont entre 15 et 65 ans, ce qui n'est pas la chose là, forcément très évidente. Et en plus de ça, comme beaucoup le savent, beaucoup de femmes habillent leurs hommes ou leurs fils. Donc, on a aussi des clientes. Donc on est obligé finalement de segmenter et de personnaliser ces clients-là, puisque si on veut vraiment être performant, l'offre en tant que telle est une offre mass market assez généraliste, donc c'est pas forcément avec l'offre qu'on va se différencier. En revanche, sur notre faculté à justement adresser des bons messages aux bons endroits et au bon moment, c'est là tout l'enjeu pour nous. Et quelles sont les actions que vous avez menées récemment? Donc, grosso modo, on travaille deux grands piliers qui sont, pour le coup, à vraiment développer chez nous. C'est la considération. Donc, c'est comment on rend cette marque, comment on donne plus de corps à cette marque, comment on travaille la dimension émotionnelle. Qu'est-ce qui fait que nos consos seront liés davantage à Célio qu'à d'autres. Et ensuite, c'est l'advocacy, c'est la recommandation. C'est capitaliser sur nos fans, mais aussi nos clients historiques et leur faire parler de la marque. Ça passe par les avis clients, les avis boutiques, les questionnaires de satisfaction, les réseaux sociaux. Grosso modo, c'est toute cette brique qu'on appelle l'advocacy. D'accord. Et tout est imbriqué? Est-ce qu'il y a des actions prioritaires par rapport à d'autres ou pas? C'est les deux grands axes sur lesquels on travaille. Donc les contenus, le social, et ensuite, de façon transverse, s'assurer que toutes ces interactions soient bien traquées et qu'on soit ensuite capable de justement les utiliser à bon escient. Faire parler les data. Perrine Corvessier, au sein de Maison Hulins, qu'est-ce que vous avez développé pour votre part pour faire personnaliser l'approche? Alors, on a fait une campagne un peu particulière, c'est-à-dire que nous, notre cible, ce sont des femmes qui ont les moyens d'acheter nos vêtements qui sont assez chers. Et donc, forcément, on n'a pas les moyens ni l'envie d'aller parler à l'ensemble de la population et on est obligé de cibler très fort. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une campagne RTB sur laquelle on avait défini nos cibles très pointues, nos sites de manière très fine. Et on a fait une proposition de valeur, c'est-à-dire qu'on proposait à ces femmes de s'inscrire pour bénéficier d'une séance personal shopper avec un personal shopper indépendant. Et donc on a fait une campagne de recrutement de prospects qu'on a ensuite mis dans une campagne omnicanal, c'est-à-dire qu'elles étaient à la fois appelées pour prendre rendez-vous, elles recevaient une confirmation par courrier, et puis il y avait ensuite de la vente dans la vraie vie. Voilà, donc, et puis c'est suivi en CRM, c'est tout un process. D'accord. Et à quelle fréquence vous vous adressez justement à vos clientes pour ce Ça, faire? c'est des campagnes qu'on compte mener, je sais pas, on va dire peut-être 2 fois par an. D'accord. Ok. Très bien. Guillaume Thénault, au sein de Club Med, comment vous menez vos campagnes de perso? Est-ce qu'il y a des choses qui sont plus successful que d'autres? Déjà, je replacerai en gros les campagnes de personnalisation sur toute la chaîne de valeur en fait du site et plus sur la partie acquisition, conversion et fidélisation. Pour ma partie, du coup, on s'attache plus sur la partie conversion, c'est-à-dire comment on va essayer de personnaliser en gros
par exemple nos landing pages en fonction de la provenance d'un client. C'est des tests qu'on a mis en place notamment on avait une forte campagne de ski, et de se dire voilà, comment on va essayer par exemple de personnaliser notre homepage en fonction de la provenance. Et par exemple, si vous provenez d'une campagne de ski, on va alors lui afficher une homepage qui sera plus dédiée à l'univers du ski plutôt qu'à par exemple à l'univers du soleil. Et du coup, voilà, on replace en fait toutes ces actions de personnalisation dans tout l'écosystème dans le rythme de vie du client. D'accord. Et pour vous traquer vos clients, pour leur adresser le bon message, qu'est-ce que vous avez développé comme solution, comme Alors là, techno? on travaille beaucoup avec un outil de test A/B et de personnalisation qui nous permet en gros d'être capable d'identifier la provenance de notre client, parce qu'il vient d'une campagne spécifique, avec un paramètre de campagne spécifique pour être capable de lui afficher le contenu qu'on souhaite. Je crois que vous avez testé quasiment tout. Hein, Voilà, c'est ça. L'idée, c'est de vraiment rentrer dans cette ère où on a une idée, on la teste et du coup, on apprend de cette idée-là. On a aussi lancé des actions qui n'ont pas eu les effets escomptés, mais du coup, ça nous place du coup dans cette dynamique de tester et d'apprendre au final quels sont les messages qui fonctionnent le mieux pour nos clients. D'accord. Alors précisément, ça fait le lien avec ma question suivante sur le rôle de la techno dans finalement l'inbound marketing, les stratégies de personnalisation. On a beaucoup parlé de l'espacement des frontières entre le marketing et la techno. Aujourd'hui, les hommes marketing sont aussi des hommes qui doivent comprendre ce qui se passe un petit peu sous le capot et dans la machine. Vous, en tant que responsable web analyse, comment vous voyez cet espacement des frontières? Pour moi, déjà, la technologie, on va dire, elle est clé dans tous ces sujets de personnalisation. En gros, c'est comment essayer de faire parler la data qu'on collecte dans nos outils pour être capable d'afficher le bon message à nos clients. Mais après, du coup, pour moi, c'est pas que... il y a aussi l'aspect organisationnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut avoir les bons outils en place. On s'aperçoit qu'il y a aussi des freins, et des freins qui sont plus organisationnels, à savoir d'être capable de faire parler la personne qui est en charge du média, la personne qui est en charge du CRM, et également plutôt le data analyst. Et voilà, c'est comment, en gros, on va essayer de casser ces silos dans l'entreprise pour au final être capable d'afficher un message de personnalisation. La personnalisation, du coup, touche beaucoup de fonctions, et comment, du coup, on va mettre les bonnes personnes en gros, au bon endroit. Oui, il y a un gros sujet sur les compétences et la communication en interne. Axel Dutreil, au sein de Célio, comment les métiers fonctionnent ensemble, justement? C'est effectivement le même constat, c'est qu'on a... En fait, plus on avance dans nos projets, plus l'écueil peut être effectivement d'avancer par silo et surtout de construire des KPIs et des ROI par silo. Donc avec en face des interlocuteurs métiers qui, eux, ont pour objectif de soit convertir sur Célio.com, soit de qualifier un trafic, soit de transformer pour le cross-canal en magasin. Donc déjà au départ, c'est de casser un peu ces KPIs, d'instaurer des indicateurs qui soient transverses. Donc finalement, c'est ce qu'on est en train de repenser, c'est d'avoir des indicateurs qui soient transverses et qui servent le business au global, et ensuite, effectivement, par métier, des indicateurs qui soient vraiment spécifiques, mais qui sont plus des indicateurs de performance opérationnelle, moins orientés business. Ensuite, on était sur le sujet de la techno. C'est que la chance que j'ai en arrivant chez Célio, c'est de pouvoir capitaliser sur un écosystème IT qui a été pensé dès le départ pour garantir une vision unique de nos clients. Donc tous les achats qui sont faits dans nos boutiques sont centralisés sur la même plateforme que notre plateforme e-commerce. Donc on a une vision unique de nos clients et de leur historique d'achat offline et online. Ce qui pour nous est la base de tous les possibles derrière. Perrine Corvessier, vous confirmez? Je le confirme, mais surtout, il n'y a pas une seule recette. Et selon la taille des sociétés, selon l'objectif qu'elles en ont, c'est très différent. Et il ne faut pas essayer de caler n'importe quelle techno sur n'importe quel objectif. Chez Maison Hulin, où on a des petits volumes à gros potentiel, ce qui est important, c'est de donner surtout la main aux vendeurs et aux end-users, aux finalités pour pouvoir utiliser la donnée. Quand j'étais chez Hermès, on était sur des volumes beaucoup plus importants.
où là, la gestion des données était quasiment technique avant d'être marketing. Mhm. D'accord. Et Tristan, au sein de Pixmania et dans vos approches en agence, quelles sont selon vous les bonnes recettes? On reprend un peu ce que viennent de dire mes amis collaborateurs autour de cette table. Pour moi, la techno, c'est presque une arme à double tranchant. Ça peut être effectivement très efficace quand c'est déployé dans une structure qui a la maturité pour l'utiliser. À partir du moment où vous n'avez pas cette maturité, pas d'équipe, pas de temps, il faut vraiment être assez pragmatique et conscient que ça peut pénaliser. Donc, c'est là où les agences interviennent pour essayer de donner un peu de rythme et de lucidité dans des structures où on veut déployer des technologies dont tout le monde entend parler, qui sont extrêmement efficaces en termes d'inbound marketing. Mais il faut encore avoir la possibilité de le faire bien, sinon c'est catastrophique. D'accord. Alors, quand on parle d'inbound marketing, les théoriciens parlent de 4 étapes pour faire venir le client à la marque. Ces 4 étapes, c'est attirer, convertir, fidéliser et réjouir. Donc, on a cette dimension de chaîne de valeur client. Dans ce dispositif, il y a un sujet, je crois, qui occupe pas mal les marchands aujourd'hui et tous les experts du digital, c'est les médias sociaux. Qui peuvent intervenir à différentes étapes de la chaîne, attirer, convertir, fidéliser, réjouir. Comment vous gérez ça au sein de vos entreprises respectives? Qui veut commencer? Perrine peut-être, ou Axel ou... Alors, encore une fois, différemment selon les objectifs. Dans une maison où l'objectif est avant tout de recruter, les réseaux sociaux pour une maison de luxe ont la vocation peut-être seulement de réjouir. Dans un objectif de rajeunissement de la clientèle, d'un recrutement d'un panel plus large de clients, comme c'était le cas pour Hermès, là, les réseaux sociaux ont l'objectif d'attirer, donc ils sont vraiment positionnés en amont de la chaîne de valeur. Axel, Célio, historiquement, a été quand même une marque très précurseur sur les médias sociaux. Célio a essayé beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. On prend le sujet un peu autrement. C'est que la course aux fans est un peu passée. Tout le monde a compris que Facebook ne donnerait jamais les informations des fans aux marques. Donc ça, c'est acté. Donc cette période est un peu passée. On prend le sujet peut-être inversement. C'est que on se dit que pour nous, les réseaux sociaux sont un terreau intéressant pour aller justement travailler de la création de contenu venant de l'utilisateur. Et également de travailler le e-commerce dans une autre dimension qui est le social. Donc, c'est utiliser le contenu qui a été généré par des utilisateurs sur notre site, et sur le site, de donner cette dimension un peu sociale, de remettre l'utilisateur au centre du catalogue, de proposer une autre façon de découvrir nos produits. En soi, c'est intéressant parce qu'on se rend compte que sur une cible de 15 à 65 ans, on n'attend pas les mêmes choses. Ce qui est sûr, c'est que les hommes ont besoin d'être accompagnés dans leurs achats, et la voie des réseaux sociaux est un moyen justement de leur proposer une navigation alternative. Est-ce que vous touchez du doigt la grosse tendance actuelle qui est que les consommateurs parlent aux consommateurs finalement et s'auto-conseillent? Alors oui, c'est intéressant parce que justement, on est en train de tester un outil de live chat C2C, donc où les consommateurs interagissent entre eux, se conseillent sur les tailles, les coloris, tout est possible. Hein. Il y a pas les discussions ne sont pas bridées, il y a forcément une modération, mais ce qui est intéressant, vu le volume et le trafic de Célio.com, on ne pouvait pas nous gérer une telle modération et un tel volume. Donc on a fait ce choix d'essayer cet outil en se disant, effectivement, laissons les consommateurs interagir entre eux, bordons un peu les effets possibles. Oui, mais en général, les marques sont un peu réticentes à aller vers ces territoires-là. Oui, sûrement, mais je pense qu'effectivement, l'exemple de la maison Illens et de Célio est très intéressant, parce que le luxe a une vision assez verticale, c'est-à-dire qu'il y a un discours de marque et une expérience de marque qui est très forte. Le consommateur, finalement, est plutôt aspiré par cette expérience de marque. Sur une marque mass market, finalement, encore une fois, ce n'est pas l'offre en tant que telle qui fera la différence, c'est cette capacité d'une marque à lier le conso avec son univers.
Donc forcément, le rôle et la position du consommateur est très différente. Elle est vraiment beaucoup plus au centre des opérations. D'accord. Et vous l'avez lancé quand, ce live chat On est en train de le tester. D'accord. On Bon, a installé les tailles il y a 2 jours. Donc je vous donnerai pas les rendez-vous résultats pris tout de pour suite. en reparler peut-être l'année prochaine et avoir un petit peu de recul sur ces technos-là. Tristan Balosian, vous, sur le sujet des réseaux sociaux, quel est votre point de vue et comment les utiliser avec, à bon escient? Alors, c'est devenu extrêmement important. Dans le groupe qui détient l'agence que je dirige, on a une filiale qui est spécialisée sur la partie réseaux sociaux, enfin social au sens large. Les réseaux sociaux sont devenus un lien extrêmement direct entre la marque et les consommateurs. Est-ce que vous avez en tête peut-être un exemple d'une marque justement que vous auriez conseillé et qui a fait une opération un peu outstanding sur les réseaux sociaux qui lui a permis soit d'attirer, de convertir, de fidéliser ou de réjouir ses consommateurs dans cette approche d'inbound marketing? Compliqué de donner une marque qui a véritablement réussi. Ce qu'on voit surtout, c'est qu'on a un lien direct avec des consommateurs qui agissent. Ce sont souvent les ambassadeurs des marques. Sur les réseaux sociaux, ceux qui sont les plus actifs deviennent vos ambassadeurs, et c'est ce qu'on essaie de mettre en place sur ces marques-là et leur faire prendre conscience que même si ça touche une petite partie des consommateurs, ils ont la parole. Donc, autant faire en sorte qu'ils puissent bien parler de la marque. Très bien. Alors, dans les stratégies d'inbound marketing ou de marketing personnalisé, si on veut les appeler différemment, il y a souvent un sujet qui revient, c'est qu'à trop écouter le client, on peut aussi avoir un risque, des effets un petit peu de bord, qui serait de tuer l'innovation des marques. Parce que, pour reprendre une citation qui est assez connue en économie, Henry Ford disait que s'il avait demandé à ses clients ce qu'ils voulaient, il leur aurait donné un cheval plus rapide. Voilà, donc finalement, quel rôle joue l'innovation dans une stratégie de vente marketing et comment faire en sorte d'écouter les clients sans tuer cette dynamique d'innovation? Est-ce que vous avez un point de vue sur ce sujet? Perrine, peut-être. Alors, dans les maisons de luxe, ce qui se passe souvent, c'est que c'est la direction artistique qui a le lead sur l'offre. C'est des sociétés d'offres de produits qui s'appuient assez peu sur des études marketing ou sur de l'innovation en tant que telle. C'est avant tout une démarche artistique ou une démarche de proposition de valeur particulière. Et en fait, ce qui est quand même nécessaire, c'est de leur laisser cette liberté-là et d'accompagner peut-être en parallèle, avec un regard un peu pointu, ce qui pourrait être proposé, ce qui pourrait être attendu par les clients, et ensuite de rentrer dans des démarches de discussion avec ces directions artistiques. Mais clairement, il faut faire attention à ne pas brider la direction artistique et en même temps à ne pas passer à côté d'innovations qui pourraient apporter plus de valeur à nos produits qui sont déjà chers. Axel Dutreil. Alors, on est tous de toute façon sevrés par l'innovation. Tout le monde a en tête les objets connectés dont on entend parler depuis maintenant quelques temps, le big data. Ne serait-ce que dans nos métiers, au jour le jour, on est obligé déjà de filtrer en fait ce qui est pertinent pour une industrie, et ensuite pour une marque, et ensuite adapter un contexte. Ce qui est ensuite assez difficile, c'est de faire apparaître une innovation avec des usages qui sont, eux, existants ou matures. J'ai en tête plein de choses. Le QR code, typiquement, a explosé en Asie. Ça n'a jamais vraiment fonctionné en France parce que les usages n'ont pas été là, parce que les opérateurs ou les interfaces mobiles n'ont jamais intégré de lecteur QR code. Donc, c'est encore une fois toute la difficulté. Je pense que le mobile, justement, oblige les marques à repenser finalement quel est, moi, Célio, le rôle que je veux jouer dans la vie quotidienne d'un consommateur. Et cette part-là, c'est juste 10 minutes de la journée d'un conso, et quelle est la promesse que je veux tenir. Est-ce que c'est offrir un service de facilité, de livraison le soir? Est-ce que c'est du contenu? Est-ce que c'est de l'enchantement? Et ça, pour le coup, le mobile en soi est très intéressant parce qu'il l'oblige à cet exercice de synthèse et du coup à se concentrer sur une réalité quotidienne de nos consos. Sans brider forcément l'innovation. Au sein de Club Med, je crois que comme vous avez testé beaucoup,
vous avez finalement une espèce de recul par rapport aux résultats des tests. Je pense que c'est important en fait de savoir avancer en 2 temps sur cette partie innovation. Il y a un premier temps où il faut être capable d'écouter les besoins un peu apparents du client. Je pense que c'est important qu'il sache qu'on est à son écoute et qu'on prend en compte ses besoins. Mais il y a aussi du coup, dans un deuxième temps, de savoir tous ces besoins qui sont un petit peu latents, qu'il ne va pas forcément exprimer et qui du coup vont se retrouver en fait dans l'innovation. Et donc c'est là où je pense qu'il y a vraiment des poches possibles à trouver et de faire exprimer le sujet innovation. Et je crois que quand on a préparé la table ronde, on disait qu'il y a aussi des particularismes culturels en fait. Il y a des choses qui peuvent très bien marcher sur un marché et moins bien sur un autre. C'est ce qui a été un petit peu l'écueil quand on a lancé des tests sur plusieurs pays. Aujourd'hui, avec notre outil d'A/B test, on est sur plus de 20 pays. Et souvent, quand on lançait le même test sur 4, 5 ou 6 pays différents, on pouvait s'apercevoir que le test avait des conclusions différentes entre les pays. Donc c'est là où c'est compliqué après, parce que du coup, on rentre vraiment dans de la personnalisation par site, par pays. Et c'est là où, du coup, aujourd'hui, il faut que nous, on se mette aussi en ordre de marche pour essayer de répondre à ce besoin-là. Très bien, intéressant. C'est vrai que ça rend humble finalement l'A/B testing. Ça permet de voir que chacun est unique. Tristan Vallosian, sur ce sujet de l'innovation et de la capacité à parler aux consommateurs sans brider l'innovation, est-ce que vous avez un avis sur le sujet? On essaie d'avoir un avis assez intéressant. Moi, je pense que c'est le pragmatisme qui doit servir à l'innovation et pas l'inverse. On est, comme on l'a dit autour de la table, inondé d'innovations qui sont plus ou moins utiles, et puis des innovations qu'on réinvente. Il y a quelques années, on parlait du SaaS, puis on est passé au cloud. Est-ce qu'il y a vraiment une différence à part la taille des canaux? Moi, je ne pense pas. Maintenant, on parle d'innovation disruptive. On verra bien ce qui va se passer demain, mais je pense que c'est des choses qu'on réinvente en fonction des modes et des usages. Très bien. Alors par contre, dans tout ce que vous venez de dire, moi je retiens quand même quelque chose, c'est qu'à chaque fois, vous remettez le client au cœur de tous vos échanges et de toute votre stratégie. Et finalement, dans l'inbound marketing, c'est effectivement cette capacité aussi à décloisonner et à rentrer dans une culture client. Donc on dit qu'il y a 4 cultures finalement qui font la stratégie de marketing de personnalisation. C'est la culture de l'innovation dont on vient de parler, la culture de la différence, la culture de l'obsession client et la culture de l'impertinence. Ces 4 postures qui sont citées dans un ouvrage qui vient de sortir sur l'inbound marketing, écrit par Gabriel Zapiro, dont je vous recommande la lecture. Justement, en entreprise, ces postures, comment est-ce qu'elles vivent? Vous-même, vous les incarnez, puisque vous êtes la voix du client, mais comment faire que cette mayonnaise elle prenne dans les structures organisationnelles? Et est-ce que c'est abouti dans vos structures respectives? Du coup, effectivement, je pense que, comme je disais, il est aussi important d'avancer en 2 temps sur ces sujets. On n'est pas, organisationnellement, on n'est pas encore prêt à avoir une équipe entièrement dédiée sur ces sujets. Et du coup, il est important, je pense, de commencer à lancer des actions assez court-termistes sur ces sujets pour essayer de démontrer la valeur ajoutée qu'a toutes les stratégies de personnalisation. Et ensuite, du coup, dans un deuxième temps, ça aidera à mieux se structurer autour de ces sujets pour avoir des équipes entièrement dédiées sur ces sujets-là et qui font intervenir, comme je disais au début, plusieurs acteurs de la chaîne. Axel Dutreil, il faut convaincre les directions générales, je crois. Il faut convaincre il faut convaincre les directions générales. Il faut convaincre aussi, il faut aussi faire évoluer la culture d'un retailer. Généralement le sujet est toujours pris par le prisme du canal de distribution. Le e-commerce aujourd'hui, ce n'est plus le e-commerce qu'on a connu il y a 10 ans. C'est un moyen pour au global servir le business. Pour le coup, j'essaie plus de diffuser la culture de l'obsession client et ça commence par en fait retraiter des données et faire ressortir des business insights. Tout récemment, on a sorti une infographie en interne qui justement met en exergue les nouveaux modes de consommation de nos clients. Et aussi des différences entre prospects, clients.
Il y a une chose qui finalement nous semble maintenant évidente, mais typiquement des prospects qu'on a touchés sur des campagnes spécifiques en RTB, on s'est rendu compte que le retour sur investissement sur Célio.com était nul. En creusant un peu, on s'est rendu compte qu'en fait, il y a eu énormément de e-réservation, de click and collect, et que finalement, le retour sur investissement n'était peut-être pas là où on le cherchait, mais finalement, très logiquement, en boutique, puisque des nouveaux clients vont préférer essayer dans un magasin avant d'acheter. Donc rien que ça permet de valoriser ce service, ça permet aussi d'impliquer plus les équipes et les réseaux dans une révolution. La révolution, elle est plus en interne dans les sièges, elle est dans les boutiques. C'est que le métier de vendeur est en train d'être bouleversé. On leur demande aujourd'hui d'être un vendeur connecté ou limite un e-commerce manager. Demain, on leur demandera aussi peut-être d'être un logisticien local sur une zone de chalandise. Donc l'enjeu de transformation, il était peut-être effectivement dans les sièges, il est en train de se déporter maintenant dans les réseaux et les boutiques. Très intéressant. Perrine Corvézier, au sein de Maison Hulins, c'est un petit laboratoire, hein, d'après ce que j'ai compris. Alors c'est tout petit, donc la culture digitale et la conduite du changement est assez, c'est de la proximité. On est très peu, on peut discuter ensemble, on peut collaborer de manière intuitive, facile. Mais en tous les cas, c'est le sujet clé pour moi, c'est la clé du succès, c'est d'emmener les équipes, alors qu'elles soient petites ou grosses. Et d'expérience, en fait, il faut amener la direction générale, il faut emmener chacun des métiers impliqués, que ce soit une direction commerciale, une direction marketing, communication. Il faut que les personnes qui faisaient du média offline comprennent le média online. Il faut que les budgets soient répartis, que les rémunérations soient adaptées. Ça va jusqu'aux vendeurs en magasin, à l'étranger, voire même les personnes qui sont en back-office des magasins. Parce qu'elles sont amenées à faire des paquets et plus juste mettre en rayon parce qu'elles envoient éventuellement à un client final, alors que dans une maison de luxe, généralement, ce sont des petites mains qui mettent en rayon un produit à la fois. Donc cette culture du changement, elle doit intervenir très tôt, elle doit surtout impliquer tout le monde parce que je pense qu'on sait tous mener une transformation digitale d'un point de vue technique. En tout cas, si on a le budget et qu'on est bien accompagné, ça se passe très bien. Mais ce n'est pas le tout de transformer, après il faut développer. Et le développement se fait facilement et de manière agréable et pour toute l'entreprise s'ils ont été impliqués depuis le début. Parce que forcément c'est un sujet qui attire beaucoup, le regard, les applaudissements, on peut tout chiffrer, on peut tout regarder, on peut analyser. Et ce qui fait que quand on leur sert sur un plateau, si on leur servait sur un plateau un fonctionnement nouveau, forcément, ils n'ont pas envie de s'en occuper parce qu'ils n'ont pas été impliqués. Donc, il y a cette culture de impliquer les gens, les faire participer à des tests, les amener sur le terrain pour voir effectivement qui sont vraiment les clients, leur prouver que le digital ne s'adresse pas à des gens fictifs, mais bien à des vraies personnes et les mêmes clients qu'ils ont en magasin. Voilà, donc cette notion-là est très importante. Et de par votre parcours qui est très riche, hein, Hermès, Chanel et aujourd'hui une plus petite structure mais très sur des clients très haut de gamme, quelles vous semblent être les grosses différences entre justement la grosse structure et la petite structure pour instiller la culture du digital? Les différences, c'est les tailles des équipes et puis c'est les organisations. Ce qui se passe dans une petite maison, c'est qu'il y a des petites équipes et donc assez facilement on discute avec tout le monde. Dans des maisons où il y a des systèmes de holding centralisés, pour aller vite, on avait tendance à monter des équipes centrales qui avaient l'influence sur des équipes métiers ou des équipes régionales ou locales. Je pense que c'était bien dans le passé. Je ne suis pas sûre que ça soit, à part dans des énormes structures, je ne suis pas sûre que ça soit le moyen de continuer. Je pense qu'il vaut mieux que la culture digitale et les compétences digitales soient réparties dans l'ensemble de l'entreprise et grandissent un peu partout pour que ça devienne un non-sujet assez rapidement. Moi, je crois que les fonctions de Chief Digital Officer n'ont pas vocation à rester là. On n'a plus de monsieur électricité. Enfin, je lis beaucoup de choses comme ça en ce moment et j'y crois vraiment. Je pense que... expliquer un petit peu. Par exemple, quand il y a eu l'impression en couleur dans les années 60-70, il n'y a pas eu d'équipe couleur qui a été nommée dans les entreprises. Il n'y a pas un monsieur couleur ou une madame couleur en chef
pour expliquer que la couleur, c'était génial. Parce que les clients, ils voyaient des choses en couleur et c'était très bien. Et en fait, le digital, c'est un peu le même sujet. C'est-à-dire qu'il y a eu peut-être un besoin à un moment donné de faire de l'évangélisation ou de parler en interne, qu'il y avait une transformation des modes de consommation ou de communication des clients. Mais ça, c'est fait. Enfin, je crois que maintenant, tout le monde le vit. Aucun directeur général n'est réfractaire. Plus personne n'imprime ses emails, fait imprimer ses emails par sa secrétaire. Je crois que ça y est, c'est fini, ça. Donc maintenant, il faut que ça soit bien intégré dans l'ensemble de l'entreprise et puis que ça grandisse de manière homogène pour que ça soit intégré dans les mœurs, les projets, les budgets, les process. Très bien. Tristan Balosian sur l'aspect organisationnel. Moi, je pense que ce sont les collaborateurs qui sont les acteurs du changement à partir du moment où on veut bien faire de l'inbound marketing au sein d'une société. Et ils ont besoin d'être guidés. Donc, je reprendrai un peu l'analogie d'un film. Vous avez un bon réalisateur qui peut être le patron de l'entreprise, ou on va dire le gourou, alors qui pourra changer de titre. Et en fonction de la structure et de la taille de cette structure, on aura soit un directeur marketing, soit un PDG. Mais si on n'a pas les collaborateurs qui adhèrent à ces méthodologies qui sont assez intuitives, mais qui sont différentes en fonction de la taille des entreprises, de la maturité ou d'un marché, ça ne fonctionne pas. Donc il faut avoir les bonnes personnes autour de la table pour pouvoir dérouler une bonne structure, une bonne méthodologie d'inbound. Et c'est un des gros sujets du moment, la transformation des entreprises. Pour revenir à notre sujet du jour, sur les stratégies les plus performantes d'inbound marketing, de personnalisation, qu'est-ce qui vous inspire, vous, professionnels du secteur, vers où vous regardez pour aller chercher des idées et être au plus proche de vos clients? Je ne sais pas qui veut prendre la parole sur ce sujet. Alors, ce qui est intéressant, c'est de regarder d'autres industries. Typiquement, pour avoir travaillé dans la beauté, dans l'industrie de la beauté, on n'aborde pas du tout les sujets de la même façon que dans le prêt-à-porter, la mode ou l'épicerie fine. Pour avoir travaillé chez Kousmiti, on n'avait pas du tout la même approche. Donc ne serait-ce que déjà comparer des industries à d'autres, c'est une source d'enrichissement, puisqu'on se rend compte aussi qu'il y a un mouvement naturel à aller regarder ses concurrents et finalement fonctionner un peu en vase clos et répéter ce qui est déjà fait dans un secteur. De la même façon que le voyage est intéressant, puisque justement l'expérience de Guillaume est intéressante, c'est encore une fois toujours craquer les sujets sur un postulat qui est le test and learn. L'échec n'est pas un problème. L'échec est sain et il faut savoir se planter, faire des erreurs. Et ça, c'est pour le coup ce que je répète à toutes les équipes avec qui j'ai travaillé, c'est échouer. Échouer parce que finalement, c'est la façon la plus rapide d'apprendre et puis surtout de vous construire des convictions. Donc c'est vrai qu'en soi, l'A/B testing, tous les tests sont très sains et puis surtout peuvent se faire très rapidement. Après, des acteurs qui sont pour le coup intéressants, j'ai en tête Sephora qui, pour un distributeur, a très bien pris le tournant du digital. Et effectivement, Perrine l'a dit, c'est pas un sujet en soi, c'est un moyen. Et pour le coup, Sephora a très bien exploité les opportunités offertes par le digital. Farfetch, qui est un acteur de la mode anglais et qui fantastique dans sa façon dont il a réinventé le retail. C'est une marketplace de boutiques physiques qui couvre le monde entier. Pour le coup, je pense que Farfetch a certainement inventé le e-commerce de demain, qui est de réconcilier le commerce local, vraiment physique et l'Internet. C'est le marchand indépendant qui a une seule boutique et le monde. C'est ce qu'est en train de faire Farfetch, avec du coup une offre fascinante pour un conso, puisque en allant sur Farfetch, j'ai accès à des concept stores de Tokyo à Los Angeles, en passant par Istanbul. Et je trouve ce concept fascinant, aussi sur la dimension logistique. Et après Amazon, forcément... Plus de barrières, plus aucune barrière. Plus aucune barrière. Il reste la barrière quand même du e-commerce, qui est d'attendre quelques jours son colis. Ça, c'est problématique. Là où un retailer, justement, peut peut-être faire la différence avec son réseau de distribution.
Amazon aussi, vous disiez Et Amazon sur la personnalisation des parcours, parce que là encore, on est toujours fasciné en arrivant sur Amazon de voir les achats de ses amis, les derniers achats, les recommandations qui sont basées sur nos achats. Et c'est vrai que ce qui est fascinant, c'est que chaque conso a un parcours dédié sur Amazon qui est non seulement issu de l'historique de la navigation, des achats, mais aussi de ses amis. Et ça, c'est effectivement une sacrée réussite. Ouais. Guillaume Thénault, qui est-ce qui vous inspire comme marque sur les stratégies de personnalisation? Ça va être déjà les marques qui vont essayer de raconter une histoire à leurs clients. Je pense que le fameux storytelling est important en fait pour faire agir le client ou alors de lui raconter une histoire dans laquelle il peut s'imaginer. Donc c'est toutes ces marques qui essayent de raconter une histoire. Je pense que c'est important pour faire parler le client et essayer pour le faire venir auprès de sa marque. Et ensuite, je pense qu'il y a toutes les marques qui ont un besoin de réactivité. Donc, je pense essentiellement aux marques sur le e-retail, type Amazon, Cdiscount, Fnac. Je pense que c'est des entreprises qui ont un besoin d'immédiateté. Le client cherche le produit instantanément et souhaite l'avoir immédiatement. Donc, je pense que c'est intéressant parce que du coup, il va falloir se démarquer de la concurrence par une stratégie de personnalisation avancée. Et donc je pense aussi que ces marques-là sont intéressantes à suivre. Sur ce Très sujet. bien. Perrine Corvézier, vous inspirez comment, vous, dans votre quotidien? Alors, je pense que ce qui est intéressant, c'est de regarder ce que nos clients ou prospects vivent et voient. Ce qui fait que nous, par exemple, nos clients, nos femmes clientes de maisons de luxe, elles ont quand même une vie à part la mode. Elles prennent des taxis, donc il faut regarder Uber. Elles prennent un avion, donc il faut regarder le service de transport, voire de transport de luxe. Il faut imaginer qu'elles se maquillent, donc elles vont voir chez Sephora, chez d'autres. Elles achètent dans des boutiques physiques effectivement avec Farfetch, ou Moda Operandi, ou Net-à-Porter. Donc il faut regarder les autres moyens de distribution. Je pense qu'il ne faut pas se voiler la face, il faut quand même, sans trop la regarder, comprendre et savoir ce que fait ses concurrents, parce que un avantage compétitif sur un service, ça peut faire toute la différence. Donc finalement, il faut regarder son propre secteur, mais surtout, je pense, ce que les clients vivent au quotidien dans leurs interactions avec les autres marques. Si c'est très facile l'inbound ailleurs, marketing, c'est l'approche des personas, je crois. C'est Voilà. c'est exactement ça. C'est resituer le client dans son contexte de vie plus large. voilà, parce que si jamais sa vie ailleurs de chez notre marque est très facile, très aisée, et tout d'un coup il se trouve sur une situation compliquée chez nous, c'est absurde. Donc il y a une différence encore plus grande. Donc je pense que c'est important de comprendre le niveau d'attente et d'expérience du client dans l'ensemble de ses points de contact avec les autres marques. Et au-delà de l'approche cliente, sur les startups, je crois que vous avez aussi pas mal de veille sur ces sujets-là. En fait, on regarde parce que il faut avoir un œil, il faut avoir éventuellement des discussions, parce que ça nous permet éventuellement d'arriver très tôt avec une offre de service avec une valeur ajoutée, ou de faciliter les process, parce que c'est des maisons qui ont aussi besoin de s'alléger, de devenir un peu plus agiles. Et donc, si on arrive à faire adopter des moyens, des technos, des innovations qui peuvent avoir un bénéfice ou sur l'efficacité interne ou sur la valeur ajoutée pour le client, ça vaut toujours le coup. Tristan Balosian, sur les marques inspirantes, sur les stratégies de personnalisation, quelles sont-elles selon vous? Alors, on parlait tout à l'heure des équipes qui sont à l'origine de ce qui peut se passer dans les entreprises pour l'inbound marketing. Évidemment, moi je peux pas ne pas citer Apple, mais il n'y a pas qu'Apple. Mais Apple est un bon exemple. On avait un gourou qui était Steve Jobs, qui est parti et qui a été remplacé par quelqu'un de plus discret, mais qui a remanié ses équipes pour rester toujours en pointe sur ce qui est inbound marketing. Apple, il n'y a pas... voilà, on parlait de la stratégie d'attirer, convertir. Il y a une étape qui manque aussi, qu'on reprend, qui est reprise par le livre, qui est séduire. Des beaux produits, ça parle à tout le monde. On a tous envie d'être associé à une marque qui vous ressemble en quelque sorte. Donc l'inbound permet ce genre de choses. Il y a d'autres entreprises, on peut reprendre Tesla,
toujours avec un gourou Elon Musk, il y a Google évidemment. Et puis ce qui est assez intéressant, c'est de voir que quand on est une petite marque, on a la possibilité de se repositionner, de réinventer des choses et de repartir à la conquête de ses clients. Quand on est une grosse enseigne et qu'on n'a pas forcément cette agilité, on rachète des boîtes. On rachète des boîtes qui vous redonnent du coup une image un peu différente. Mais in fine, la stratégie est la même, c'est continuer à séduire ses clients pour les attirer, les convertir, les garder et les faire adhérer à ce que l'inbound marketing a conceptualisé. Voilà. Parfait, merci pour ces éclairages. Nous arrivons au terme de cette table ronde. On a 10 minutes pour des questions-réponses avant d'arriver à la fin de cette table ronde. Donc, je vous propose d'applaudir nos intervenants, Axel Dutreil, Perrine Corvézier, Guillaume Thénault, Tristan Balosian pour leur participation et leur éclairage. On vous remercie beaucoup. Et on va passer aux questions de la salle. N'hésitez pas sur vos propres stratégies de personnalisation ou des éclairages sur ce qui se passe dans les entreprises des intervenants du jour. Est-ce que certains d'entre vous ont des interrogations? Dans la salle, est-ce que je vais faire un petit test. Dans la salle, est-ce que vous êtes tous dans des stratégies, déjà vous avez initié des stratégies de personnalisation? Est-ce que vous pouvez lever le doigt, la main, ceux qui sont dans ces stratégies-là? Oui, il y a un tout petit tiers. D'accord, donc pour les autres, vous êtes venus chercher des informations. Pas de questions? Alors, je crois que dans les deux répondants, j'ai reconnu quelqu'un de chez Célio. Donc c'est triché. Ok, merci infiniment et bonne continuation sur le salon en vous remerciant. Au revoir.